Merci à tous les auditeurs et auditrices de Jacques Roger Show. Aujourd'hui, c'est mardi et comme d'habitude, à 21h30, c'est la chronique politique de Kwasi de 21h30 à 23h. Alors, il y a un peu plus de 5 ans, en 2015, j'ai fait une émission ici. J'ai dit que qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter un tel sort? Je répète, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter une telle punition? De nous envoyer un malheur qui est Dramane Ouattara. Oui, Dramane Ouattara, c'est un malheur pour la Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur Houphouët-Boigny, qui depuis 1946 a eu la vision claire et nette qu'aucun président africain n'a eue, a décidé de recenser les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, regardless of leur région, leur religion, leurs ethnies, leurs partis politiques. Houphouët-Boigny les a tous recensés contre la volonté du colonisateur français, pour aller les envoyer en Europe pour étudier, pour prendre la relève, parce qu'il était convaincu, Houphouët-Boigny était convaincu qu'un jour, son pays allait être indépendant et qu'il fallait des cadres, des instruits pour animer l'administration de ce pays. Il est le seul en Afrique. Il a même pris aussi des dents, pas seulement des Ivoiriens, mais des Maliens, des Burkinabés, pour aller les instruire, pour qu'ils aillent bénéficier de l'instruction du colonisateur. Et ça, c'est en 1946, aucun président dans l'histoire d'Afrique n'est cité en dehors de Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, l'indépendance, en 1960, c'est-à-dire combien d'années? 46 à 60, ça fait à peu près plus de 10 ans. La Côte d'Ivoire avait des cadres. La Côte d'Ivoire avait des docteurs. En dehors de ce que l'État envoyait et que Houphouët-Boigny envoyait, que le colonisateur n'était pas content, a empêché que les navires accostent en Côte d'Ivoire pour ne pas prendre les enfants que Houphouët-Boigny a ramassés, a recensés, pas ramassés, a recrutés sur la qualité de leur travail pour aller les former en Europe. La France colonisatrice a empêché que les bateaux accostent au port d'Abidjan. Pendant plus de 3 mois, les enfants étaient à Abidjan. À l'achat de qui? À l'achat de qui? De Houphouët-Boigny. Quand finalement les Européens ils ont compris dans leur cerveau malade, démoniaque, satanique, maléfique et luciférien, qu'il fallait laisser partir ces enfants. Mais vous ne vous demandez pas la question qui a financé leurs études. On était en 46 là. En 1980, d'abord en 1977, Houphouët-Boigny et cette nouvelle équipe a positionné la Côte d'Ivoire
de manière fulgurante que ça a étonné tout le monde. La Côte d'Ivoire de l'AF, Afrique occidentale française, l'AOS plutôt. La Côte d'Ivoire était le Benjamin. C'est-à-dire les Européens, le colonisateur ne regardaient même pas, n'avaient même pas les yeux sur la Côte d'Ivoire. Le colonisateur ne vantait pas cher la peau de la Côte d'Ivoire. Le colonisateur comptait sur le Sénégal, la Guinée-Conakry. La Côte d'Ivoire, on ne regardait pas la Côte d'Ivoire. Sur le Mali, ce sont ces pays-là qu'on regardait, que le colonisateur regardait. Mais au Fouet-Boigny, avec son équipe, en 17 ans, c'est-à-dire en 1977, on fait de la Côte d'Ivoire le pays le plus envieux de l'hémisphère sud, où il faisait bon de vivre. Un pays où tout le monde pouvait venir, où tout le monde pouvait vivre en paix. C'était le boom économique, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire par le programme de M. Henri Konan-Bédié. En 1977, la Côte d'Ivoire est devenue rapidement un pays qu'on aurait appelé en son temps, si le mot existait, en économie, la Côte d'Ivoire était un pays émergent. À cette époque, en 1977, le terme émergence économique n'existait pas. Sinon, la Côte d'Ivoire serait un pays émergent et un vrai pays émergent. Parce que nous, on allait à l'école, on était enfants. On nous distribuait les livres, on nous distribuait, les cahiers, on nous distribuait l'encre, on nous distribuait, les crayons. On venait malade, on va dans les médicaux scolaires. Et on nous soignait gratuitement. C'est ça qu'on appelle émergent. Pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire était la convoitise des pays comme le Brésil. La Corée du Sud envoyait ses spécialistes pour aller s'inspirer du développement de la Côte d'Ivoire. On les voyait dans les cas express de la Sotra, en train de sillonner la Côte d'Ivoire. Les Pakistanais envoyaient leurs scientifiques dans tous les domaines, agricoles et autres, pour aller s'inspirer du développement de la Côte d'Ivoire. On les voyait aussi dans les express de Sotra, en train de sillonner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était le joyau de la réussite. Les Ghanéens venaient en Côte d'Ivoire pour prendre ne serait-ce que le passeport ivoirien pour aller en Allemagne. Allez-y en Allemagne, Francfort. Tous les Ghanéens qui sont là-bas avaient le passeport ivoirien. C'était la fierté d'être ivoirien. Avant 1980, dans les années 75, Houphouët a décroché le salaire des enseignants. C'est-à-dire de 45 000, un instituteur se retrouvait à près de 100 000. En 1980, Houphouët dit, bon, il faut augmenter le niveau des instituteurs. On ne prenait plus le BPC. On prenait maintenant la terminale et le bac. Et Houphouët leur donnait 150 000 francs. C'est ça l'émergence. Les logements sociaux étaient en abondance. Sogefia, Secoji. Est-ce que vous avez vu Port-Boué en 1970?
Vous avez vu Port-Bouin en 1970? C'était un taudis. Un taudis. Oufoué a réfléchi, il dit, c'est pas possible que quand il vient à New York, quand il va dans les pays développés, l'avion atterrit dans des beaux quartiers. L'avion survole les beaux quartiers et atterrit dans des jolis quartiers. Et nous, l'avion atterrit dans des taudis. C'est pas possible. Oufoué a rasé tout Port-Bouin pour faire les nouveaux quartiers qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire. Sikoji, Sojefia, les logements sociaux à coût réduit. Les 220 logements ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est 220 logements que vous voyez. Les tours administratifs. L'hôtel Ivoire qui, dès l'indépendance, a fait ça, c'était la fierté. L'hôtel Ivoire était la fierté de l'Afrique entière, s'il vous plaît. On avait les bateaux-bus. La Côte d'Ivoire est l'un des pays rares d'Afrique à avoir un système de transport urbain, la Sotra. Et après les bateaux-bus, qu'on appelle ailleurs les bateaux-mouches, au Fouet-Boigny, on transportait les étudiants que même en France, aux États-Unis, on ne le faisait pas, au compte de l'État. On avait des bourses. Dès que vous rentrez en 6e, vous avez votre bourse. Il suffit de travailler un peu, vous avez la moyenne, vous avez 12 000 francs CFA chaque trimestre. C'est ça, on prenait pour faire notre petit malin. À l'université, les étudiants avaient des bourses. Ceux qui avaient des femmes étaient bien logés. Nous, à l'INSET, on était les mieux payés. On avait plus de 50 000 francs CFA. À l'INS, ils étaient payés. Aujourd'hui, tout a disparu dans un contexte d'émergence. Je vous parle de la Côte d'Ivoire, où, d'après le chanteur, disait au moment où la Côte d'Ivoire était doux, où le pays était doux. C'est-à-dire, on sentait l'évolution des Ivoiriens. L'Ivoirien était fier de son pays. Lorsque Houphouët-Boigny a décongestionné l'ancien Abidjan, que j'appelle ancien Abidjan, c'est-à-dire les anciens quartiers, pour ouvrir, pour construire, comment ça s'appelle, Yopougon. Parce que quand nous on était à Abidjan, enfant, Yopougon était une petite bourgade. Personne ne devait aller habiter là-bas. Qui va aller habiter à Yopougon? Mais regardez ce que Houphouët-Boigny fait là-bas. Le camp militaire, les Sikoji, les Sojefia, les camps universitaires, comment ça s'appelle, les campus universitaires. Aujourd'hui, Yopougon est devenu le plus large quartier d'Abidjan, peut-être même la plus grosse commune. La plus grosse commune, peut-être la plus grosse commune d'Afrique. On était fiers. On était fiers de notre président. Malheureusement, en 1980, on a commencé à avoir des problèmes. Et si à cette époque, avec l'intelligence de Houphouët-Boigny, si on avait notre propre monnaie, aujourd'hui la Côte d'Ivoire serait un pays développé. Je le répète, si à cette époque,
avec l'intelligence de Houphouët-Boigny, si on avait notre propre monnaie, aujourd'hui la Côte d'Ivoire était un pays développé. Pourquoi? Parce que quand tu as ta propre monnaie, en cas de difficulté, tu crées la monnaie pour combler le vide et quand l'économie repart, tu retires la monnaie. On ne laisse pas dedans. Si vous laissez dedans, ça va créer dans l'avenir de l'inflation parce qu'à chaque fois qu'il y aura des crises, vous allez créer plus de monnaie et ça va créer l'inflation. C'est ce que tous les pays développés font. C'est ce que les pays qui ont leur monnaie font. Il faut financer sa crise. Et on avait les ressources qui nous permettaient d'avoir des devises étrangères, qui nous permettraient d'acquérir tout ce qu'on voulait à l'étranger. Puisque sur le marché mondial, ce n'est pas le franc CFA, ou bien ce ne serait pas le monnaie ivoirien. Sur le marché mondial, c'est le dollar. Mais nous vendons notre café, notre cacao, notre bois, notre ananas, tous nos produits en dollars. Donc nous récoltons des dollars. Si les Africains francophones, si la Côte d'Ivoire à cette époque disposait de la totalité de ces devises, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui un pays développé. Parce que la Côte d'Ivoire pouvait s'acquérir tout ce qu'il voulait à l'étranger. Parce qu'on avait les moyens. On avait le dollar. On avait le franc français. Tous ceux qui commerçaient avec nous, on avait leur monnaie. Donc on pouvait acheter tout ce qu'on voulait dans leur pays pour garantir et assurer notre développement. Mais quand on n'a pas notre propre monnaie, que la France doit prendre 100% de nos devises, 100%, parce que c'était 80%. Aujourd'hui, c'est 50%. La France devait prendre 80% de nos devises et 20% de nos devises au titre des réalisations coloniales de la France en Côte d'Ivoire. Ça fait 100%. Donc la France ramassait toutes nos richesses, tous nos dollars, c'est-à-dire tout ce qu'on vendait. Il ramassait tout. Il met dans sa caisse et nous avons un billet, une monnaie qui n'est même pas échangeable sur son propre territoire. Et quand on doit aller acheter une machine en France, en Chine ou bien quelque part, c'est la France qui achète et nous vend ça à crédit. Vous en rendez compte? Quand dans les années 70, parce que mon père, lui, à cette époque, avant 70, il avait les Taurus, là, les voitures américaines, Taurus, Ford Taurus, là. C'est ça qu'on avait dans les années 70, avant 70. Quand dans les années 70, les voitures japonaises, asiatiques ont commencé à sortir massivement. Mais ce sont des voitures qu'on pouvait avoir ça à 300 000. Nouvellement comme ça, 300 000. Mais comment les Ivoiriens vont faire? La France allait acheter ces véhicules Toyota Celica. Vous connaissez dans Toyota Celica, dans l'ancien temps Toyota Celica et puis Toyota ST qu'on appelait Simon Templar, c'est-à-dire à cette époque, il y avait un film qu'on appelait Simon Templar, un film des francs-maçons. Ah, vous voyez ces gens-là? Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont les médias. Le film Simon Templar, c'est un film purement maçonnique. Templar, les Templiers.
Et c'est la France qui allait acheter les voitures japonaises. Ça va les ramasser à 200 000, 200 000, 200 000. Et on venait nous vendre à plus de 700 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire. Donc, si on avait à cette époque qu'on avait notre propre monnaie, avec le génie comment ça s'appelle, de monsieur, du président Félix Houphouët-Boigny et du génie de son ministre d'économie, Konan Bédié, on serait développé avant 1990. Parce que c'est grâce à Konan Bédié que la Côte d'Ivoire a eu un tissu industriel en Côte d'Ivoire. On avait nos propres jus. Jus de goyave, jus de mangue, jus d'orange. On avait ça chez nous en Côte d'Ivoire dans les années 70-80. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc, comme il faut toujours emprunter avec la France, parce que quand ils ramassent les 80% et les 20%, les 80%, c'est notre ligne de crédit. Vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est notre ligne de crédit. Donc, à partir de ça, la France pouvait nous endetter pour aller acheter quelque chose en France. S'il n'y en a pas, même en France, quand on achète, c'est à crédit. Et quand il n'y en a pas en France, qu'on va ailleurs, on paie aussi, c'est à crédit. C'est-à-dire la France nous garantit la Côte d'Ivoire, puisque nous n'avons pas de dollars. La France a tout ramassé. La France a ramassé tous nos dollars. À cette époque, il n'y avait pas d'euro. Il a tout ramassé. La France a tout ramassé. Donc la France nous garantit auprès des entreprises chinoises, auprès des entreprises japonaises, auprès des entreprises françaises et britanniques. OK, donnez-leur, nous on paye. Et la France paye avec notre argent qu'il a ramassé. Notre argent qu'on a obtenu sur le marché mondial, à partir de nos ventes, la France ramasse tout et nous donne une ligne de crédit. Plus vous en avez là-bas, votre ligne de crédit est grande, c'est-à-dire que vous pouvez vous endetter très fort. Et la France prend notre argent pour payer, comment ça s'appelle, nos matières, nos machines dont on a besoin. Et on rembourse avec des intérêts commerciaux à la France. Ce qui a fait que, en 1993, lorsque Houphouët-Boigny mourait, on avait 3 700 milliards de dollars, 3 700 milliards de francs CFA de dette. Les petits commis, comme M. Konan Bédié l'a si bien dit, les petits commis du FMI et de la Banque mondiale ont commencé à concocter des programmes d'ajustement structurel qui n'ont jamais fonctionné, qui étaient en défaveur de l'économie des pays du tiers-monde. Et les plans d'ajustement structurel ont ruiné les économies africaines, d'après le président du Mali et M. Abou Diouf. Les programmes d'ajustement structurel nous ont obligés à vendre, à céder nos entreprises de souveraineté, telles que les entreprises d'eau, d'électricité, de tant. Donc aujourd'hui, ce sont les Européens qui ont la souveraineté industrielle dans nos pays, grâce au programme d'ajustement structurel, dont certains économistes minables se vantent. Ça a permis, les programmes d'ajustement structurel ont permis de recoloniser économiquement tous les pays du tiers-monde avec la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça que Houphouët-Boigny
sera contraint de faire appel au malheur de la Côte d'Ivoire, M. Draman Ouattara. Je le dis, Draman Ouattara, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. En 1980, lorsque M. Draman Ouattara arrive et qu'il quitte le pouvoir, la dette de la Côte d'Ivoire était à plus de 7 000 milliards. C'est-à-dire 3 200 qu'il a trouvé en 90 et 3 300, je pense, 3 300 milliards. Bon, arrondissons à 3 000 milliards, on se retrouve à 7 000 milliards en 93. Ça, c'est une économie, ça. M. Draman était venu pourquoi? Arrêter la crise. C'est ça. Réformer l'économie et relancer l'économie. Voici ça. Quand il y a une crise économique, c'est ce qu'on cherche à faire. Il faut arrêter la crise. Il faut apporter les réformes économiques et relancer l'économie. Mais Draman n'a pas pu faire ça. De 3 200 milliards, on se retrouve à 7 700 milliards lorsque Draman quittait le pouvoir en 1993. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes émergents. Mais vous allez à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital. D'abord même, on ne vous reçoit même pas. Il y a des gens qui sont couchés à l'urgence depuis 3 jours. Depuis 3 jours, il y a des gens qui sont couchés à même le sol dans les urgences. Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour sortir avec une ordonnance. Je vous apprends que les programmes d'ajustement structurel ont fait que les pays africains ne soignaient plus les gens. Puisque nous sommes en crise, la France nous a endettés pour pouvoir nous coloniser économiquement, pour pouvoir avoir une maîtrise sur nous. Parce que quand vous devez à quelqu'un, vous n'êtes pas libre avec la personne. Parce qu'à tout moment, si la personne dit « donne-moi mon argent », tu vas avoir l'argent là où pour payer. Mais quand vous ne devez pas l'argent à quelqu'un, mais ce qui dit, vous pouvez vous en foutre. Mais vous devez l'argent à quelqu'un. La première des choses, quand vous le voyez, vous avez peur même qu'il vous demande « monsieur, donnez-moi mon argent ». Vous n'avez pas rien, on n'avait rien. La France ça a été un moyen de recolonisation économique de tout l'hémisphère du Sud, et principalement des pays de l'Afrique noire. Aujourd'hui, on a quel tissu industriel en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, si le Libanais n'a pas construit usine en Côte d'Ivoire, Ivoirien ne peut pas avoir travail. Vous vous en rendez compte? Aujourd'hui, si Burkinabé n'a pas eu contrat pour faire pour bitumer un tronçon en Côte d'Ivoire, Ivoirien n'a pas travail. Mais à cette époque, la Côte d'Ivoire avait, dans les années 70-80 jusqu'en 90, la Côte d'Ivoire avait des entreprises, les grands travaux pour réaliser ses propres travaux, la BNRTP pour faire les études et les recherches, et les grands travaux pour réaliser les grands travaux, et il y avait une autre là, une compagnie qui faisait les bitumes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur des villes. On avait même
de ce qu'on appelait les subdivisions dans les années 70. On avait ce qu'on appelait les subdivisions des PT, des TP, dans les villages. Je ne parle pas de sous-préfectures, je parle de certains villages reculés des sous-préfectures. Il y avait les subdivisions des travaux publics. Oui. C'est-à-dire que pour profiler un sentier entre deux villages, on n'avait plus besoin de venir à Abidjan, comme Draman l'a institué en 90. Vous aviez sur place, à la subdivision des travaux publics, vous avez les manœuvres embauchées par l'État de Côte d'Ivoire, vous avez, comment ça s'appelle, les machines pour gratter les routes entre les villages. C'est en 1990 que Draman a supprimé ça. Maintenant, pour gratter un tronçon de route à Zouaouien, il faut venir jusqu'à Abidjan. Jusqu'à Abidjan, même pas à Main, il faut venir jusqu'à Abidjan, transporter, comment ça s'appelle, un caterpillar, payer son transport pour aller à Zouaouien, pour aller gratter une route entre Zouaouien et peut-être Danané. Vous vous rendez compte? De ça, c'est une folie, ça. C'est de l'idiotie. C'est ce qui a fait que les routes de Côte d'Ivoire ont commencé à être sévèrement dégradées parce qu'il n'y avait plus de maintenance, il n'y avait plus de suivi. Sinon, en 1990, au moment où la Grande France avait 8000 km de routes bitumées, la Côte d'Ivoire en avait 5000 km de routes bitumées. Je répète, en 1990, la France avait 8000 km de routes bitumées, la Côte d'Ivoire en avait 5000. C'est ça qu'on appelle développement. Mais le programme idiot de M. Draman a empêché de continuer à reprofiler les routes, à entretenir les routes, à créer d'autres routes. Donc il y a une dégradation totale sur l'étendue du territoire. Parce qu'on n'avait plus accès aux caterpillars, aux bulldozers. Il faut aller jusqu'à... Imaginez-vous, tout est stationné à Abidjan et toute la Côte d'Ivoire fait demande de caterpillar, de bulldozer, de ceci, cela, mais à quel moment ça va? À quel moment ton tour va arriver? Alors qu'avant, on avait ça à proximité. À moins de 20 km, on avait les machines qui étaient là. À moins de 20 km, les machines étaient là. Il suffisait que le chef de subdivision du TP, qui est dans un campement là-bas, appelle à 20 km à la sous-préfecture ou bien à la préfecture qui est là, on a besoin d'un gratteur, on a besoin d'un caterpillar pour venir gratter ici. On a besoin d'un bulldozer pour venir faire ça. Et dans la semaine, c'est programmé. Au plus, dans la semaine, 2 semaines, 1 mois au plus, les machines sont là pour faire la route. Parce que déjà, à la subdivision, il y a des manœuvres qui étaient là-bas, qui coupaient au bord des routes. Ça, c'est la Côte d'Ivoire des années 70 que je vous parle, que j'ai vu de mes yeux. On ne va pas compter. C'est ça, là, on parle de pays en voie de développement, des pays d'émergence. Ce n'est pas ce que vous voyez là actuellement. Hein? Et 99, le même qui nous a foutu dans la merde, qui a porté la dette de 3 000 à 7 000, c'est ce même-là qui a mis fin au cas des étudiants,
Parce qu'il n'a jamais vu ça en Amérique. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit même en Amérique, on ne transporte pas les étudiants. L'État ne fait pas ça. On a mis fin au restaurant. Allez-y. Centre universitaire des œuvres, œuvres universitaires Abidjan, allez-y voir. Les Ivoiriens, les étudiants, ils mangeaient copieusement. Mais pourquoi vous faisiez ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent des villages, qui ont eu leur bar, qui viennent à Abidjan, ils ne savent pas où aller, ils dorment dans les campus, il faut qu'ils mangent, et ils mangeaient copieusement. C'est ça. Et ils avaient la bourse. Tout ça, c'est Draman Ouattara a mis fin. Houphouët-Boigny avait embauché, comment ça s'appelle, puisqu'il y avait l'argent, les agents temporaires. Mais les agents temporaires, c'était quoi? C'était des suppléants dans certains domaines. Ils avaient un salaire SMIC, ils se débrouillaient là, ils étaient soit dans les hôpitaux, c'est-à-dire il y a le médecin, il y a la sage-femme, il y a l'infirmier, il y a l'infirmière, il y avait les garçons de salle, et puis les temporaires. Draman Ouattara est venu mettre tous ces temporaires, renvoyer tous ces temporaires, parce qu'il avait besoin d'argent. La carte de séjour, les ventes de voitures de l'État, réduire le train de vie de l'État. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dépense plus de 45% de son budget annuel au titre de traitement du gouvernement. C'est lui, Draman Ouattara, qui fait ça aujourd'hui. Mais ces voitures qu'on a vendues, l'argent est rentré où? Les cartes de séjour, l'argent est rentré où? Souvenez-vous, Monsieur Cabran Duncan, Premier ministre sous le président Henri Konan Bédié, fait un discours à l'Assemblée nationale. Parce qu'il était l'adjoint du Premier ministre. Il était Premier ministre, Draman Ouattara était Premier ministre, et en même temps ministre de l'économie. Et monsieur, il travaillait avec monsieur Cabran Duncan. L'économiste à côté de lui. Mais il a dit devant l'Assemblée nationale, après 1993, lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a dit qu'on ne sait pas où l'argent des voitures qui ont été, de l'État qui ont été vendues, l'argent des comment ça s'appelle, des cartes de séjour, on ne sait pas dans quel compte cet argent a atterri. Ce n'est pas au Trésor de Côte d'Ivoire. M. Cabran Duncan a affirmé ça. Je mets n'importe quel animal qui m'écoute d'apporter la contradiction. C'est ça. Et c'est ce même Draman Ouattara qui va venir nous créer des problèmes pendant 22 ans. Empêcher la Côte d'Ivoire de fonctionner. Et ça, les moutons oublient ça. Oh, Bédié n'a rien fait. Mais Bédié a pris le pouvoir en 93. En 95, déjà, il avait des problèmes avec Draman Ouattara. Jusqu'au coup d'État de 99. Laurent Gbagbo. En 2002. Jusqu'en 2010, 2011, 11 avril 2011. Vous avez oublié ça. Les autres n'ont rien fait. C'est vous qui êtes en train de faire. Et jusqu'à même, Draman Ouattara devient le digne successeur de Houphouët-Boigny. Jusqu'à même, certains disent que Draman Ouattara fait mieux que ce que la Côte d'Ivoire devait faire. Mais vous connaissez les résultats de Houphouët-Boigny? Vous pouvez comparer les résultats de Houphouët-Boigny à Draman Ouattara? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous voulez nous justifier que la Côte d'Ivoire a raison d'avoir 30 000 milliards de dettes. Vous voulez nous justifier que ça ne représente que à peine 45%, 47 ou 48% du PIB. Et que les normes internationales, c'est 70%.
Oui, oui. C'est comme vous avez un enfant de 10 ans. La science dit un enfant de 10 ans peut supporter 50 kilos de riz. Écoutez-moi très bien, les moutons là. Vous avez un enfant de 10 ans. Et la science dit qu'un enfant de 10 ans peut porter un sac de 50 kilos sur sa tête. Mais toi, quand tu regardes ton enfant là, ton enfant que tu as là, il peut supporter 50 kilos de riz sur sa tête. Ton enfant de 10 ans, il peut supporter 50 kilos de riz sur sa tête. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas parce qu'on dit non, la norme c'est 70, ça c'est grave. Mais est-ce que toi-même tu peux supporter 70? Je donne un exemple. Toi-même, le père, là, tu peux porter 50 kilos de riz sur ta tête et c'est ton enfant de 10 ans qui va porter. Parce que la science dit l'enfant de 10 ans peut porter 50 kilos de riz. Soyez un peu intelligent. Et même sur, comment s'appelle et même sur les 30 000 milliards, vous-même, vous nous dites que vous n'avez pris dedans seulement que 5 700 milliards. Mais, et le restant là, vous avez fait quoi avec? Le restant là, vous avez fait quoi avec? Vous avez fait quoi avec le restant? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le restant? Draman Ouattara endette la Côte d'Ivoire pour enrichir, pour créer des milliardaires, pour faire des milliardaires ses frères et ses sœurs. C'est tout. C'est tout. Il n'a nommé que ses frères et ses sœurs. Et ils ont des budgets colossaux. Le haut représentant du président a un budget de plus de 2 milliards. Ce monsieur est devenu Richard. Il est devenu milliardaire. C'est ça. Il a nommé, comment ça s'appelle, la médiature qui englobe, qui prend plus de 6 milliards. Qui est là-bas? C'est-à-dire, Draman Ouattara a mis ses frères et sœurs et les gens de son clan dans les postes stratégiques et juteux pour les faire milliardaires avec la dette de la Côte d'Ivoire. Écrivez en caractère d'or sur les pierres que Draman Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire pour créer des milliardaires, pour faire de ses frères et sœurs et son clan des milliardaires. Un point, un trait. Si on veut étaler les montants colossaux qui ont été détournés par les gens de Draman Ouattara, depuis la prise de pouvoir, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrêté, personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété.